Sommes-nous bons ou mauvais par nature? La question de la nature humaine, à savoir si l'homme est intrinsèquement bon ou mauvais, a traversé les siècles et nourrit les débats philosophiques. Cette interrogation invite à explorer les fondements de notre moralité et à comprendre les influences qui façonnent notre comportement. Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, proposait une vision selon laquelle l'homme n'est naturellement bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Dans son ouvrage « Du contrat social », il avance que l'homme, à l'état de nature, est guidé par la pitié et l'amour-propre, des sentiments qui le poussent à rechercher son bien-être, sans nuire aux autres. Cependant, avec l'émergence de la civilisation, des institutions et des inégalités sociales, l'homme s'éloigne de sa bonté originelle, en adoptant des comportements égoïstes et compétitifs. À l'opposé, Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, soutenait que l'homme est naturellement égoïste et que sans une autorité centrale forte, la vie serait solitaire, pauvre, désagréable, brutale et courte. Selon Hobbes, pour éviter le chaos, les individus doivent céder une partie de leur liberté à un souverain, établissant ainsi un contrat social qui garantit la sécurité de l'ordre. La distinction entre nature et culture est essentielle pour comprendre la nature humaine. La nature est souvent perçue comme l'ensemble des caractéristiques innées, biologiques et universelles de l'homme, tandis que la culture englobe les apprentissages, les traditions et les influences sociales. Cette dichotomie soulève la question de savoir dans quelle mesure nos actions et nos valeurs sont déterminées par notre biologie ou par notre environnement social. Au-delà des théories philosophiques, il est évident que l'environnement social et culturel joue un rôle majeur dans le développement de notre moralité. Les normes, les valeurs et les institutions sociales influencent nos comportements et nos perceptions du bien et du mal. Par exemple, ce qui est considéré comme moral dans une culture peut être perçu différemment dans une autre. En définitive, la question de savoir si nous sommes bons ou mauvais par nature n'a pas de simple réponse. Elle nous pousse à réfléchir sur nos origines, nos influences et notre capacité à choisir. Sommes-nous le produit de notre biologie, de notre culture, ou bien d'une interaction complexe entre les deux? Cette réflexion nous invite à examiner nos propres actions, à comprendre les forces majeures qui nous façonnent, et à envisager comment nous pouvons, en tant qu'individus et société, orienter notre nature vers des valeurs que nous jugeons souhaitables. Et vous, pensez-vous qu'à la base, l'homme est bon ou bien mauvais? La maxime socratique « je sais que je ne sais rien » invite à une profonde introspection sur la nature de la sagesse et de la connaissance. Socrate, à travers cette déclaration, ne se contente pas de reconnaître une simple ignorance, mais souligne une posture philosophique essentielle, la reconnaissance de la limite de notre savoir. Cette prise de conscience ne se résume pas à un constat d'ignorance, mais ouvre la voie à une quête incessante de compréhension et d'humilité intellectuelle. En affirmant son ignorance, Socrate se distingue des prétendus sages de son époque qui, convaincus de détenir la vérité, ne remettaient jamais en question leurs convictions. Pour Socrate, admettre que l'on ne sait rien est le premier pas vers une sagesse authentique. Cette approche invite à une réflexion sur notre propre rapport au savoir. Sommes-nous ouverts à l'idée que nos connaissances sont limitées et susceptibles d'évoluer? Ou bien nous accrochons-nous à nos certitudes, fermant ainsi la porte à l'apprentissage et à la croissance personnelle? La notion de docte ignorance, développée par Nicolas de Cues au XVe siècle, approfondit cette réflexion. Selon lui, reconnaître notre ignorance est une forme de savoir supérieur, une sagesse éclairée qui comprend que certaines vérités échappent à la compréhension humaine. Cette perspective nous pousse à accepter que certaines questions demeurent sans réponse définitive, nous encourageant à cultiver l'humilité face à l'immensité du savoir. Cette philosophie du non-savoir a des résonances dans une autre tradition de pensée. Par exemple, Confucius enseignait que la véritable connaissance commence par la reconnaissance de cette ignorance. Cette idée est également présente dans la philosophie orientale, où l'humilité et la reconnaissance de nos limites sont considérées comme des vertus essentielles sur le chemin de l'éveil. En somme, la philosophie du non-savoir nous invite à adopter une posture d'humilité intellectuelle, reconnaissant que notre compréhension du monde est toujours incomplète et en évolution. Cette reconnaissance n'est pas signe de faiblesse ou de résignation, mais c'est une force qui nous pousse à nous questionner, à apprendre et à grandir. Elle nous encourage à embrasser l'incertitude et à voir la quête de connaissances comme un voyage sans fin,
riche en découvertes et en transformations personnelles. Et vous, pensez-vous qu'il est nécessaire de reconnaître notre non-savoir ? La réalité est-elle physique ou bien mentale ? La question de savoir si la réalité est de nature physique ou mentale a été au cœur des débats philosophiques pendant des siècles. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui postule que la matière est la substance fondamentale de l'univers et que tous les phénomènes, y compris la pensée et la conscience, résultent de l'interaction de particules matérielles. Selon cette perspective, tout ce qui existe est matériel, et la réalité physique est la seule réalité véritable. Les matérialismes considèrent que les objets et les événements du monde sont indépendants de notre perception ou de notre conscience. Cette vision s'oppose au dualisme, qui sépare l'esprit et la matière comme deux substances distinctes. Le matérialisme rejette l'existence de toute entité immatérielle, telle que l'âme ou l'esprit, en tant que substance séparée. Le matérialisme affirme que la pensée est le produit du cerveau et de ses processus physiques. Par exemple, les émotions et les pensées sont vues comme des résultats de réactions chimiques et électriques dans le cerveau. Cette perspective est souvent associée à une vision scientifique et empirique du monde, où les phénomènes sont expliqués par les lois naturelles et des observations mesurables. En revanche, l'idéalisme est une doctrine philosophique qui soutient que la réalité est essentiellement mentale, spirituelle ou idéale. Selon cette perspective, l'esprit ou la conscience est la substance fondamentale de l'univers et la matière n'existe que comme une manifestation de l'esprit. Les idéalistes croient que la réalité physique est en quelque sorte dépendante de l'esprit et que nos perceptions mentales constituent la véritable nature du monde. Par exemple, l'idéalisme subjectif, comme celui proposé par le philosophe George Berkeley, suggère que les objets n'existent que dans la mesure où ils sont perçus par un esprit. Selon cette vision, l'existence des choses est conditionnée par leur perception. D'autre part, l'idéalisme objectif, tel que celui de Hegel, postule l'existence d'une réalité idéale objective, indépendante de l'esprit individuel mais accessible à la raison humaine. Dans cette perspective, l'histoire et la culture sont vues comme des expressions de l'évolution de l'esprit absolu. Le matérialisme et l'idéalisme offrent des explications opposées sur la nature de la réalité. Le matérialisme insiste sur l'objectivité et l'indépendance de la réalité physique, tandis que l'idéalisme sur la primauté de l'esprit et de la perception. Cette opposition soulève des questions fondamentales sur la relation entre l'esprit et le corps. En tant qu'individus, faisons-nous l'expérience d'un monde qui semble à la fois matériel et mental ? Sommes-nous simplement des observateurs passifs d'une réalité matérielle ? Ou bien notre conscience joue-t-elle un rôle actif dans la création et la perception de cette réalité ? Cette question invite à une exploration approfondie de nos croyances, de nos perceptions et de notre compréhension de l'univers. En fin de compte, la réalité est-elle physique, comme le dit le matérialisme, ou bien mentale, comme le dit l'idéalisme ? L'homme doit-il évoluer au-delà de sa condition biologique ? Le transhumanisme est un mouvement intellectuel et culturel qui prône l'utilisation des sciences et des technologies pour améliorer les capacités physiques, intellectuelles et psychiques de l'être humain. Cette idéologie suggère que l'homme ne devrait pas se contenter de sa condition biologique actuelle, mais chercher à la transcender en exploitant les avancées technologiques. Le terme transhumanisme a été introduit par le biologiste eugéniste Julian Huxley en 1957, qui le définissait comme l'idée que l'humanité pouvait et devait évoluer au-delà de ses limites actuelles par l'application de la science et de la technologie. Le transhumanisme s'appuie sur la convergence de plusieurs domaines technologiques, notamment la nanotechnologie, la biotechnologie, les technologies de l'information et les sciences cognitives. Ces disciplines offrent des perspectives inédites pour modifier et améliorer la condition humaine. Par exemple, les manipulations génétiques pourraient permettre d'éliminer les maladies héréditaires, tandis que les nanotechnologies pourraient réparer les cellules endommagées. De plus, les implants cérébraux pourraient potentiellement augmenter les capacités cognitives, et les interfaces homme-machine pourraient faciliter une interaction directe avec les systèmes informatiques. Cependant, cette quête soulève des questions éthiques et philosophiques profondes.
Le concept de liberté morphologique est central dans les débats transhumanisme. Il s'agit du droit individuel de modifier son propre corps et son esprit selon ses désirs, remettant en question les notions traditionnelles d'identité et d'intégrité corporelle. Cette liberté pourrait permettre à chacun de choisir son apparence, ses capacités physiques et même ses émotions, redéfinissant ainsi ce que signifie d'être humain. Les implications sociales du transhumanisme sont également source de réflexion. L'accès inégal aux technologies d'amélioration pourrait creuser les écarts sociaux, créant une division entre ceux qui peuvent se permettre ces modifications et ceux qui ne le peuvent pas. De plus, la possibilité de modifier génétiquement les enfants avant leur naissance pourrait conduire à des pressions sociales pour conformer les individus à des normes spécifiques, limitant ainsi la diversité humaine. Enfin, le transhumanisme invite à réfléchir sur les limites de la connaissance et du contrôle humain. Pouvons-nous réellement anticiper les conséquences à long terme de modifications radicales de notre biologie? Sommes-nous prêts à assumer les responsabilités associées à la création d'êtres humains modifiés technologiquement? Ces questions nous poussent à considérer avec prudence et sagesse les directions que nous nous poussons à prendre pour l'évolution de notre espèce. En somme, le transhumanisme nous confronte à des dilemmes fondamentaux sur la nature de l'humanité, l'éthique de l'amélioration et les conséquences sociales de l'utilisation des technologies pour modifier notre condition biologique. Il nous pousse à réfléchir sur jusqu'où nous sommes prêts à aller pour transformer notre corps et notre esprit. L'allégorie de la caverne, exposée par Platon dans son ouvrage La République, offre une réflexion profonde sur la nature de la réalité, de la connaissance et de l'illusion. Imaginons des individus enchaînés depuis leur naissance à l'intérieur d'une caverne sombre, contraints de regarder fixement un mur. Derrière eux, un feu ardent projette des ombres d'objets et de personnes qui passent devant l'entrée de la caverne. Ces prisonniers, n'ayant jamais vu autre chose, considèrent ces ombres comme la seule réalité existante. À travers cette métaphore, Platon illustre comment les perceptions sensorielles peuvent nous enfermer dans une vision déformée du monde. Les ombres sur le mur symbolisent nos opinions et croyances superficielles, façonnées par les influences extérieures et les apparences. Ces perceptions limitées nous empêchent d'accéder à une compréhension plus profonde et authentique de la réalité. L'évasion d'un prisonnier, qui parvient à se libérer et à sortir de la caverne, représente le cheminement difficile vers la connaissance véritable. Au début, il est ébloui par la lumière du soleil, symbole de vérité suprême et du bien. Cette transition douloureuse reflète les défis auxquels nous devons faire face lorsque nous remettons en question nos croyances établies et cherchons à comprendre le monde au-delà des apparences. Une fois habitué à la lumière, le prisonnier libéré perçoit la réalité dans toute sa splendeur et comprend que ce qu'il avait pris pour vérité n'était que l'ombre d'une réalité plus vaste. Poussé par le désir de partager cette révélation, il retourne dans la caverne pour libérer ses compagnons. Cependant, ceux-ci rejettent son récit, préférant la familiarité de leur monde à l'incertitude de la lumière extérieure. Cette réaction souligne la résistance humaine au changement et à la remise en question de nos convictions profondes. Platon, à travers cette allégorie, invite chacun de nous à réfléchir sur nos propres perceptions et à reconnaître les limites de notre compréhension. Sommes-nous comme les prisonniers, enfermés dans nos illusions et acceptant passivement ce qui nous est présenté comme tel, ou avons-nous le courage et la curiosité de chercher au-delà des ombres, d'explorer les vérités cachées et de remettre en question nos certitudes? Cette réflexion nous pousse à envisager la possibilité que notre réalité perçue ne soit qu'une fraction de la vérité, nous encourageant à entreprendre un voyage intérieur vers la connaissance et l'éveil. La liberté d'expression a-t-elle ses limites? La liberté d'expression est un pilier fondamental de nos sociétés démocratiques, permettant à chacun de partager ses idées, ses opinions et ses croyances. Cependant, cette liberté est absolue, ou existe-t-elle des limites justifiées? Cette question était au cœur de nombreux débats philosophiques et juridiques durant des siècles. La liberté d'expression est généralement perçue comme le droit de communiquer ses pensées sans ingérence. Elle est protégée par divers instruments juridiques tels que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui stipule que la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Ces textes illustrent l'importance accordée à cette liberté dans le développement des sociétés modernes.
Même les défenseurs les plus fervents de la liberté d'expression reconnaissent qu'elle n'est pas illimitée. Prenons un exemple. Il est considéré comme inapproprié et dangereux de proférer des menaces de mort ou de diffuser des propos diffamatoires. Ces actes peuvent causer des paniques inutiles, des préjudices personnels ou miner la réputation d'individus sans fondement. Ainsi, la société a mis en place des restrictions pour prévenir de tels abus. Les limites de la liberté d'expression peuvent être regroupées dans plusieurs catégories. La diffamation et l'injure, les discours incitant à la haine et la préservation de l'ordre public. Les philosophes se sont longuement interrogés sur la nécessité de la nature de ces limites. Doit-on censurer certains discours pour protéger la société, ou bien la liberté d'expression doit-elle être totale, même au détriment de l'harmonie sociale? Certains avancent que la censure est incompatible avec les principes démocratiques, arguant que toute restriction à la liberté d'expression est une restreinte à la dignité humaine et à l'autonomie individuelle. D'autres estiment que certaines limites sont essentielles pour prévenir les discours nuisibles et protéger les individus et les groupes vulnérables. L'un des défis majeurs réside dans la définition précise de ces limites. Où tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, les propos humoristiques ou satiriques qui critiquent les figures politiques peuvent-ils être considérés comme de la diffamation? Jusqu'où peut-on aller dans la critique sans franchir la frontière de l'injure? De plus, avec l'avènement des plateformes numériques et des réseaux sociaux, la diffusion rapide d'informations a complexifié la gestion de la liberté d'expression. Les discours haineux peuvent se propager à une vitesse alarmante, rendant leur régulation d'autant plus ardue. Tandis que cette liberté est essentielle au fonctionnement d'une démocratie, il est également crucial de reconnaître que la liberté d'expression peut avoir des conséquences néfastes si elle est utilisée de manière irresponsable. Et vous, pensez-vous que la liberté d'expression doit avoir ses limites ? La question du libre arbitre interroge la nature de nos décisions. Sommes-nous véritablement libres de choisir nos actions, ou sommes-nous soumis à des déterminismes qui orientent inéluctablement nos choix? Cette interrogation a traversé les siècles, alimentant les débats philosophiques et scientifiques. Le philosophe néerlandais Spinoza, au XVIIe siècle, a apporté une perspective radicale sur cette question. Dans sa Lettre à Schuller, Spinoza suggère que l'idée du libre arbitre est une illusion. Il compare l'homme à une pierre lancée en mouvement, qui croit se déplacer librement, ignorant les causes qui l'y ont conduite. Selon lui, tout, y compris nos pensées et nos actions, est soumis à des causes antérieures. Ainsi, nos décisions, loin d'être le fruit d'une volonté libre, seraient le résultat d'une chaîne causale, ininterrompue. Si nos actions sont le produit de causes antérieures, cela remet en question notre responsabilité morale. Sommes-nous réellement responsables de nos actes si nous n'avons pas le pouvoir de les choisir librement? De plus, cette vision peut influencer notre perception de la justice et de la punition, car elle suggère que les individus agissent en fonction de déterminismes qu'ils ne contrôlent pas. Il est essentiel de différencier la liberté, en tant que capacité d'agir selon la volonté, et le libre arbitre, en tant que faculté de choisir indépendamment toute cause. Spinoza propose que la véritable liberté réside dans la compréhension des causes qui nous déterminent. En d'autres termes, être libre ne signifie pas agir sans cause, mais comprendre les influences qui guident nos actions, et ainsi acquérir une forme de liberté intérieure. Cette perspective invite à une introspection profonde. Prenons-nous réellement nos décisions de manière autonome ou sommes-nous le produit de notre environnement, de notre éducation ou de nos expériences passées? Reconnaître les influences qui façonnent nos choix peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cependant, accepter cette vision peut être déstabilisant, car elle remet en question notre conception de l'autonomie et de la responsabilité individuelle.